Allez, la deuxième partie de ce débriefing F1 sur motorstv.com. On vient de parler du sacre de Red Bull et de ce qui pourrait se passer à Abu Dhabi. Parlons maintenant quand même d'Alonso, Jean-Luc, puisqu'il va arriver à Abu Dhabi quand même en tant que leader du championnat du monde avec 8 points d'avance sur Weber, 15 sur Vettel et 24 sur Hamilton. Alors, comment crois-tu qu'il va se comporter? Beaucoup sur le forum, vous remarquez que Alonso semble battu normalement en qualif et avoir des ressources en course, ce qui fait qu'il n'est pas si loin que ça du tout des Red Bull. Ça, c'est l'apanage des grands pilotes. Parce qu'il est clair que quand on a du potentiel, quand on a du métier, eh bien on parvient à compenser quelque part sur la durée d'un Grand Prix grâce à une stratégie sans faille, grâce à une attaque de tous les instants. Ça, c'est pareil, c'était la marque de Schumacher à la grande époque. Il ne laisse rien passer à aucun détour. Et Alonso, c'est ça. Et peut-être les autres, c'est ça aussi, mais pas aussi bien. C'est-à-dire que Alonso est capable, avec une mécanique légèrement inférieure, de compenser ce handicap sur la durée d'un Grand Prix par une opiniâtreté, un engagement, un talent, en un mot comme en mille, peut-être encore légèrement supérieur à celui de ses adversaires. Donc voilà, si on compare aux performances de Felipe Massa, malheureusement, le pauvre accablé sur son terrain. C'était la question de Embrand et de Giacinelli Ferrari. Oui, vous êt déçus. Alors, accablé, moi je pense qu'il a pris un coup sur le casque, tu me pardonneras l'expression, il a pris un coup sur la tête lorsque effectivement on l'a clairement dit, bon t'es le deuxième pilote, laisse tomber. Là, on peut pas empêcher un pilote, un vrai pilote digne de ce nom, et Massa en est un, de se dire, si on te tape sur la tête et on te dit, bon ok, toi t'es vraiment le numéro 2, tu ne peux pas bien le vivre, c'est absolument impossible. Donc Massa, quoi qu'il ait dit, l'a mal vécu. Donc, obligatoirement, ça a des répercussions. Et les répercussions, c'est qu'on ne va pas chercher le dernier dixième, le dernier centième, le dernier millième. Et là, sur son terrain, avec une machine inférieure, comme je viens de le dire, une machine clairement inférieure, déjà aux deux Red Bull, mais peut-être probablement aussi au McLaren, et va savoir, peut-être au Mercedes, on n'en sait même rien. Il y a un type d'un calibre incroyable qui s'appelle Alonso, là, et qui est opportuniste dans tous les niveaux. Et bien, Massa, chez lui, quelque part, je ne vais pas dire démissionne, c'est méchant, mais n'a pas la motivation supplémentaire. Alors après, sa course, évidemment, il a des circonstances atténuantes, c'est peu de le dire, ça part mal, il part de loin, il a plein de problèmes, il se fait accrocher. On voit aussi que dans le paquet, dès qu'il y a un pilote de pointe qui se retrouve au milieu du paquet, au milieu de la cage au lion, là, c'est pas la même histoire. Au niveau du restart, voilà. ça a été chaud. Voilà, Button, c'était pas personne ne lui fait de cadeau, Massa non plus, bien sûr. On s'en fout, Massa prétendant au titre il y a encore 2 ans, etc., vainqueur du Grand Prix du Brésil à 2 reprises, on n'en a rien à faire. Pendant 20 secondes. Oui, si on s'appelle Buemi, Alguersuari ou qui tu veux, on n'en a rien à faire. Donc on se bat comme un chien. Voilà, donc tout ça pour dire que je pense que le talent d'Alonso sur la durée d'un Grand Prix compense la légère infériorité mécanique de sa monoplace. En passant, les pilotes brésiliens sur leur terrain, pas génial. Bon, Barrichello, c'est fou, il est toujours aussi peu chanceux à Interlagos. Il est maudit. Bon, peu chanceux, tu me permettras, je sors toujours cette fois où il était en tête avec la Ferrari. Moi, ça me fait mal au cœur pour Barrichello. Cette fois où il était en tête de son Grand Prix national, où lui, le poliste, lui qui rêve de marcher sur les traces d'Ayrton Senna, était en mesure de gagner. Problème d'alimentation sur la Ferrari. On peut tomber en panne d'essence toujours en Formule 1. Moi, je m'en suis jamais remis de celle-là pour lui. Ça me fait mal. Donc, c'est pareil. Bon, malchanceux, là, oui, c'est clair. Surtout quand son équipier Hülkenberg brille de cette manière. On aurait... je suis ravi pour Hülkenberg, mais j'aurais aimé que ce soit Barrichello qui décroche la pole avec la Williams. C'était génial. Di Grassi Senna, bon, un peu loin forcément dans le classement. Là, je suis un peu gêné parce que j'aime bien Bruno aussi, qui est un garçon charmant. Mais il faut bien reconnaître que ça ne le fait pas. Même si la machine n'est pas au niveau, pour le moment, ça ne le fait pas. Alors, beaucoup de questions comme d'habitude sur Michael Schumacher, donc les Mercedes. Alors, beaucoup s'étonnent, Schumi, lien Jupilote, que Schumacher, un stop, soit derrière Rosberg qui en a fait 3. Et que sont globalement déçus de finale. Oui, sur le résultat, oui, parce que Schumacher était mieux placé sur la grille. Je crois que Rosberg, là aussi, démontre un talent incontestable. Là aussi, on ne peut pas enlever à un ou donner à l'autre. Alors, la Schumacher a l'élégance, et je le souligne, c'est pas tous les jours, de laisser passer son équipier qui est intrinsèquement beaucoup plus rapide que lui à ce moment de la course, puisqu'il est monté en pneumatique frais, alors que lui, Schumacher, est en pneumatique usagé. Donc, il se dit objectivement, il est plus vite que moi, je le laisse passer. Très belle réaction et chevaleresque après sa 4e place de Corée du Sud. Donc maintenant, je crois qu'on a extraordinairement bien géré chez Brown, là on retrouve le grand stratège, la course de Rosberg.
un peu moins bien celle de Schumacher, coincée par des pilotes attardés, moins rapides. Bon, voilà, après... De toute façon, 2 des 3 arrêts de Rosberg sont pendant la neutralisation, donc évidemment, ça compense. Absolument. Même s'ils ont été ratés. Enfin, bien sûr, oui, il y en a un qui est complètement raté. Mais bon, après, ce sont les faits de course. Tu repars à un endroit ou à un autre, selon la position de chacun. Bon, ben voilà, Rosberg a été merveilleusement servi. Donc, encore une fois, il a remonté énormément de place. Schumacher, beaucoup moins. Button a aussi remonté au niveau du classement brut, 5e formidable, alors qu'il partait en dehors du top 10. C'est superbe, avec une stratégie audacieuse, en lui montant les pneus super soft sur le dernier arrêt, c'est pas mal. J'aime bien aussi. Et là, solide en course, Button, une nouvelle fois. Moins performant en qualif, mais solide en course. Il a donc officiellement perdu sa couronne. Il ne peut plus être champion du monde sur le circuit même où il avait été sacré l'an dernier. Bah oui, bon, on s'y attendait un petit peu, très honnêtement. Là aussi, soyons logiques, il est un poil moins rapide que Lewis Hamilton. Il a compensé en course par une constance remarquable et, disons-le, avouons-le, presque en cette fin de saison, plus de résistance et plus de talent, non pas qu'on ne lui en accordait pas du talent, mais beaucoup plus proche de Lewis Hamilton en performance qu'on aurait pu le penser à un moment. Donc, c'est normal, c'est logique. Je veux dire, c'est un des derniers de la bande avec Massa. Ça a été le dernier de la bande des 5 à décrocher. Bon, voilà. Un mot, si tu veux bien, sur l'attaque à main armée dont il aurait été victime. Est-ce que ça te semble grave, terrible même pour le Brésil et pour peut-être le futur de ce Grand Prix, ou est-ce que faut remettre à sa place cette histoire? Malheureusement, le Brésil est un pays qui connaît depuis des dizaines d'années une situation économique terrible. On sait très bien qu'à São Paulo et même à Rio, quand le Grand Prix avait lieu là-bas, quand on se rend là-bas, je vais être cru, on enlève sa montre, on enlève tout et on sort avec pratiquement rien sur soi et on sait pertinemment qu'on peut être l'objet d'une attaque parce qu'il y a des gens, la sécurité n'est pas assurée à un niveau suffisant et ce depuis des dizaines d'années, j'allais dire. Donc on le sait très bien. Malheureusement, là, apparemment, c'était un peu plus lourd dans la mesure où, effectivement, il y aurait eu des hommes armés. Je dis il y aurait eu, on se fie au communiqué. Disons, il y a eu des hommes armés. Maintenant, ils n'ont pas braqué les pistolets directement sur la voiture. Apparemment, le chauffeur de la voiture dans laquelle se trouvait Button, donc qui a été mis en place par un McLaren, avait l'habitude, c'est un policier. Il a vu tout de suite le mouvement se déchaîner, donc il s'est frayé donc un passage à coup sûrement de sirène et peut-être en tapant un peu à droite ou à gauche. Il n'y a pas eu d'attaque, il y a eu sûrement une émotion, c'est peu de le dire, mais il n'y a pas eu d'agression en tant que telle, alors que des mécaniciens d'autres équipes se sont fait, eux, dépouiller, comme c'est le cas chaque année. Donc effectivement, on sait que le Brésil va accueillir des événements de premier plan, comme la Coupe du Monde de football en 2014 et les Jeux Olympiques en 2016. C'est clair que j'ose dire, comme en Afrique du Sud, si on doit faire le parallèle, il va falloir que les autorités prennent des mesures, peut-être dès maintenant, pour essayer, je dis bien, d'assainir un petit peu la situation. Voilà. Allez, 2 questions pour finir, Jean-Luc. JM30, GG, F1 by CM et Lien Jupilote te demandent Renault F1 là. On n'a pas bien compris ce qui se tramait durant ce week-end par rapport à l'avenir, les liens avec Lotus, etc. Est-ce que tu peux vite fait nous résumer cela? Alors, comme on est entre nous, et que ça ne sort pas d'ici, bon, Carlos Ghosn était présent. C'est un signe fort, le président du groupe Renault et de Nissan, qui a réaffirmé Renault est là, présent pour longtemps. Mais le discours est très clair, là aussi il faut le lire et l'écouter, c'est Renault est présent sous forme de technologie. Renault apporte, et d'ailleurs a apporté à Red Bull, le contrat est reconduit pour 2 ans, 2011-2012, a apporté ses moteurs, sa technologie. C'est très important pour le groupe Renault de démontrer qu'ils sont au top niveau. Et donc, par ce biais, on a signé un accord également avec l'entité juridique concernant Lotus. Et donc, on va fournir à Lotus des moteurs Renault. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, pour ce qui concerne l'écurie Renault, on sait très bien que 75% des parts au plan de l'actionnariat appartient à Génie Capital. La question qui se pose et les bruits qui bruissent et qui n'ont pas été démentis jusque-là, c'est que Renault pourrait céder les 25% qui restent, ou bien c'est Génie Capital qui pourrait céder une partie des 75% qu'elle possède, et notamment au groupe Proton, donc au groupe Mallet, qui possède, alors voilà. Alors Renault va-t-il, en tant que tel, s'effacer du capital de Renault F1, qui pour le coup changerait de nom, et pourrait devenir le team Lotus Renault. Si jamais, par exemple... Lotus actuel. Alors lui, il pourrait subsister, mais sous un autre nom. Sous un autre nom. Voilà, sous un autre nom. Parce que là, voilà, je crois qu'il est trop tôt pour aller plus loin. Et d'ailleurs, Carlos Ghosn, à ces questions précises posées par nos confrères, a répondu « Je ne vais pas vous parler des tractations actuelles, de ce qui se trame actuellement, puisque ça n'est pas fait. » Il a dit « Vous me parlez de celle-là, il y en a d'autres. »
Bon, on lui fait confiance. Donc c'est ça la situation. Donc clairement, capitalistiquement parlant, il est possible que l'écurie Renault Formule 1 ne soit plus en tant que telle, et déjà de manière nominale, l'écurie Renault, elle change de nom en fonction du partenaire qui viendrait ou pas acquérir les 25% de Renault dans Renault F1. Je crois que c'est assez clair et je crois que si on décode, je ne pense pas me tromper beaucoup en vous disant ça. Bon, non, vous avouez, hein, c'est pas mal résumé. Non, bien, clair, bien, parfait. Allez, mouille-toi. On est entre nous. Mouille-toi maintenant. Qui va être champion du monde? Alors, bon, là, écoute, il y a toujours la prime au leader. Oui. Donc, moi, je dis que mathématiquement parlant, si jamais Alonso termine à la même position au Grand Prix d'Abu Dhabi, et il est parfaitement capable de le faire, il est champion du monde pour 1 point. Donc, je pense que si Vettel gagne devant Weber. Si Vettel gagne devant Weber, on est bien d'accord. Alors, je pense que Alonso a quand même un petit avantage. Il a tellement de métiers, il ne commet pas d'erreurs, il est solide. Il a une écurie entièrement dévouée à sa cause. Moi, je pense que là, c'est pareil, sans faire offense ni au talent ni de Vettel ni de Weber, encore moins. Donc, Vettel un petit peu plus rapide actuellement que Weber. On va voir si c'est le cas en qualif ou si Weber sort un tour de folie. Tout est là. La clé dans les qualifs. Si jamais Weber se qualifie en pole devant Vettel ou devant Alonso, là, il aura pris 50% d'options peut-être sur le titre. Mais attention, si jamais Alonso termine deuxième, eh bien, il y a 7 points d'écart. Je rappelle que Weber en compte 8, c'est Alonso qui est champion. Oui. Donc, si Weber l'emporte et qu'Alonso est deuxième et Vettel, peu importe où il veut, eh bien, voilà le schéma. Et si c'est le résultat du Grand Prix du Brésil, c'est toujours Alonso qui est champion. Donc, je répète, Alonso a plus de cases où il risque d'être champion que les deux autres. Donc, je dis qu'Alonso a un petit avantage. Donc, je dis qu'il pourrait être champion du monde pour la 3e fois. Et la première fois aux commandes de la Ferrari. Voilà. Bon, eh bien, on va surveiller ça très attentivement. De toute façon, là, oui, je ne m'étais pas trompé sur Vettel, par parenthèse, au Brésil. J'avais dit Vettel a besoin de gagner, il a gagné. Oui, tout à fait. Sans faire la pole. Tout ça pour dire qu'on se retrouvera bien évidemment lundi prochain pour un débriefing F1 exceptionnel. Hein. Je pense que là, il y aura au moins 2 parties, oui, comme aujourd'hui. Il y a des chances. Pour parler de ce qui se sera passé donc à Abu Dhabi. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à suivre ce Grand Prix d'Abu Dhabi sur notre site internet avec nos amis et partenaires de f1-direct.com. Et puis donc, avec beaucoup d'impatience, d'ores et déjà, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Bonne semaine à tous.